23 octobre 2023, 4h30 du matin. Le hameau de Père-Levade, niché au cœur des monts du Cantal, Auvergne, est plongé dans une obscurité glaciale. Le vent siffle sans relâche à travers les fissures des toits d'ardoise, charriant avec lui l'odeur âcre de la terre humide et du fumier qui imprègne l'air. Seule une lumière vacillante, celle d'une bougie, lutte contre les carreaux givrés d'une vieille ferme en granit, noircie par le temps et les intempéries. À l'intérieur, dans une obscurité presque totale, un cri strident de nouveau-né transperce le silence pesant. Ce n'est pas un cri de joie ou de vie naissante, mais un gémissement faible, presque animal, qui se mue rapidement en un silence lourd, aussi oppressant que les montagnes environnantes. Une silhouette voûtée émerge de l'ombre, celle d'une femme aux traits marqués, déformée non seulement par l'aile, âge avancé, mais aussi par une hérédité dont les stigmates sont profondément gravés. Ses mains, rugueuses et noueuses, témoignent de décennies de labeur acharné dans ces terres ingrates. Lentement, avec une tendresse presque mécanique, elle effleure le visage du nourrisson recroquevillé dans un berceau improvisé. Ses yeux, d'un bleu d'eau trouble et lointaine, trahissent un mélange poignant de résignation millénaire face à un destin inéluctable, et d'une douleur insondable, silencieuse. Le bébé à peine né, révèle déjà des traits d'une étrange familiarité, mêlés à des signes subtils de malformation. Ce petit être fragile, dont la respiration peine à trouver son rythme régulier, est la dernière victime d'un secret honteux et lourd, patiemment enfoui. Un secret qui, depuis plus de 2 siècles, se transmet silencieusement de génération en génération, au plus profond de ces vallées oubliées du Cantal. C'est le poids d'une histoire complexe, celle de lignées familiales entières, coupées du monde, qui ont tissé des liens invisibles et interdits, cherchant à préserver un sang pur et des terres ancestrales. Un héritage toxique dont les conséquences se manifestent désormais, criantes de vérité, dans chaque cellule de ce nouveau-né. Élise Rousseau, jeune assistante sociale fraîchement affectée au département, sillonnait les routes sinueuses du Cantal, ses tournées la menant régulièrement au hameau de Père-Levade. Au fil des mois, une observation troublante s'est imposée à elle. Une proportion anormalement élevée de retard de développement, de malformations physiques, et de maladies rares chez les enfants de certaines familles. Leurs regards absents, leurs gestes hésitants, les stigmates faciaux subtils mais récurrents, tout sonnait l'alarme dans l'esprit de Élise, pourtant habituée aux difficultés du monde rural. Ces rapports détaillés, documentant ces cas avec une rigueur clinique, se heurtaient invariablement à l'indifférence polie de sa hiérarchie, ou pire, à une forme de déni teinté d'un fatalisme local. La bureaucratie départementale, engoncée dans ses procédures, peinait à saisir l'urgence d'une situation qu'elle ne savait ni nommer ni affronter, reléguant ses observations au rang de simple négligence, imputable à l'isolement. Ce silence institutionnel était pas fortuit. Il puisait ses racines dans une histoire législative complexe, et des tabous profonds ancrés dans la société française. Depuis la Révolution, le Code pénal de 1810 a dépénalisé l'inceste entre adultes consentants, distinguant clairement les relations intrafamiliales des agressions sexuelles, des viols, ou des atteintes sur mineurs. Cette subtilité juridique a créé une zone grise, un vide légal, où des pratiques endogames pouvaient prospérer à l'abri des poursuites, tant qu'aucun acte de violence ou de contrainte, haine, était explicitement dénoncé. Pour les autorités, l'intervention devenait un casse-tête juridique. Comment prouver l'abus sans plainte? Comment briser un mur de silence érigé par la honte et la peur de la stigmatisation? La loi, en l'absence de victimes prêtes à parler, se retrouvait impuissante face à ce secret collectif, renforçant le sentiment d'impunité et la dissimulation. L'Auvergne, terre de montagnes et de vallées encaissées, a longtemps cultivé une forme d'autarcie unique en France. Jusqu'au milieu du XXe siècle, de nombreux hameaux comme Père-Levade étaient quasi inaccessibles, coupés des grands axes de communication et des influences extérieures. Cet isolement géographique et économique a façonné une culture locale farouchement attachée à ses traditions, où l'endogamie, la pratique de mariage au sein d'une même communauté restreinte, était la norme. La notion de patrimoine familial, qu'il s'agisse de terre, de ferme ou d'un sang pur, était primordiale. Transmettre ces biens de génération en génération sans les diluer avec des étrangers est devenu un impératif, une justification tacite pour des unions consanguines qui, au fil des siècles, ont tissé une toile généalogique inextricable, renforçant l'idée de lignée, pure et intouchable. Face à ce maillage complexe de traditions séculaires, de silences imposés et de lacunes juridiques, Élise Rousseau se retrouvait seule, ses alertes ne parvenant pas à briser le mur d'indifférence.
La difficulté N était pas seulement de diagnostiquer un problème médical, mais d'affronter une réalité sociale et culturelle profondément enracinée, protégée par des siècles d'isolement et une méfiance viscérale envers toute intrusion extérieure. Comment convaincre des familles, pour qui ces pratiques étaient la norme, de la nécessité de tests génétiques, perçus comme une intrusion intolérable dans leur intimité? Le défi était immense, et le poids des générations passées pesait lourdement sur l'avenir de ces enfants. C'est dans ce contexte tendu et figé que l'arrivée d'une journaliste d'investigation, Anna Leroy, allait bientôt jeter une lumière crue sur les clans oubliés d'Auvergne. Anna, fraîchement débarquée en Auvergne, ne perdit pas de temps, et se rendit à la gendarmerie d'Aurillac. Ses rapports, alimentés par les observations d'Élise, décrivaient un tableau alarmant, mais les murs de l'institution semblaient construits d'une matière plus résistante encore que le granit cantalien. Les officiers, bien que courtois, affichaient une prudence teintée d'indifférence. Pour eux, l'écart apporté par l'assistante sociale relevait souvent de la négligence rurale, ou de la vieille misère paysanne. Des mots endémiques certes, mais sans lien direct avéré, avec une criminalité nécessitant une intervention d'envergure. Leur registre ne contenait aucune plainte pour inceste à Père-Levade, aucun signalement explicite de violence. Sans victime prête à témoigner, sans preuve tangible d'agression, la loi restait muette, les mains liées par un vide juridique et une réalité sociale complexe, que personne ne semblait vouloir déchiffrer. Anna se heurtait au même mur d'incompréhension que Élise, mais sa détermination n'en était que renforcée. Face à cette fin de non-recevoir, Anna orienta ses recherches vers le passé, convaincue que les racines du problème étaient enfouies dans l'histoire même de ces terres. Elle passa des jours entiers aux archives départementales du Cantal, à Aurillac, plongeant dans des registres poussiéreux, des actes notariés jaunis et des registres paroissiaux. Son objectif était de reconstituer les arbres généalogiques des familles de Père-Levade, de traquer les alliances, les mariages, les successions. Ce travail minutieux révéla bientôt un schéma troublant. Les mêmes noms de familles réapparaissaient inlassablement, se croisant et se recroisant au fil des générations. Les terres, les fermes, le patrimoine, restaient au sein d'un cercle étonnamment restreint. Des unions entre cousins germains, voire plus proches encore, se répétaient sur des siècles, dessinant une toile généalogique inextricable, un réseau endogame, que l'isolement géographique et la volonté de préserver le sang avaient rendu quasi impénétrable. Armée de ses premières évidences historiques, Anna retourna à Père-Levade, mais sa présence, désormais moins discrète, fut accueillie par un silence glacial. Les quelques habitants qu'elle tenta d'approcher, des visages burinés par le vent et le temps, se montrèrent méfiants, voire hostiles. Au petit café-épicerie du bourg voisin, où les nouvelles circulent plus vite que le vent, les conversations s'arrêtaient net à son approche. Les regards fuyaient, les réponses étaient évasives, souvent réduites à un haussement des épaules ou à un « on ne sait rien madame ». La peur de l'étranger, la honte et la loyauté ancestrale envers la communauté formaient un bouclier impénétrable. Ce mur de silence, érigé par des générations de secrets, était plus solide que les murs de granit des fermes environnantes. Anna comprit qu'elle ne percerait pas ce mystère par la force, mais par la patience et une approche plus nuancée, cherchant des failles dans l'armure collective. C'est avec cette nouvelle stratégie qu'Anna approcha Marcel Dubois, l'ancien médecin de campagne. Sa réputation de discrétion et sa connaissance intime des familles du Cantal faisaient de lui une source potentielle inestimable. Initialement, Marcel se montra réticent, pesant chaque mot. Les yeux rivés sur les monts enneigés, il évoqua d'abord des légendes locales, des histoires de familles un peu trop fermées sur elles-mêmes, sans jamais nommer explicitement l'inceste. Il parla de la dureté de la vie, de la nécessité pour ces communautés de faire bloc face à l'adversité, justifiant implicitement l'endogamie comme une forme de survie. Mais au fil de la conversation, un regard, un soupir lourd, trahissaient une douleur ancienne et une impuissance palpable. Il conseilla à Anna la prudence, lui assurant que certaines vérités étaient bien trop ancrées pour être déterrées, sans blesser tout le monde. Ce N n'était pas un aveu, mais une invitation à regarder plus loin, entre les lignes du non-dit. Les échanges avec Marcel Dubois, bien que sibyllins, confirmèrent à Anna la pertinence de ses recherches et l'urgence de la situation. Elle retrouva Élise Rousseau, l'assistante sociale, dont les rapports avaient été la première étincelle de cette enquête. Élise, épuisée par la bureaucratie et le déni, partagea avec Anna sa frustration face à cette indifférence institutionnelle. Ensemble, elles confrontèrent les données, les anomalies généalogiques d'Anna,
recoupés par les observations cliniques D, Élise sur les enfants du hameau, les retards de développement, les malformations subtiles, les maladies rares. Elles réalisèrent l'ampleur du fossé entre la réalité vécue par ces familles et la capacité de l'État à y répondre. Le poids des générations passées, le silence des lois et la force des traditions locales semblaient former une forteresse inexpugnable. Pourtant, dans cette convergence de constats douloureux, naissait une détermination commune, une alliance fragile mais résolue à briser ce cycle de l'oubli. Anna et Élise, leur dossier épais sous le bras, se rendirent à la préfecture d'Aurillac, puis aux services sociaux du conseil départemental du Cantal. Elles espéraient que la convergence de leurs preuves, les arbres généalogiques d'Anna, minutieusement reconstitués, et les observations cliniques d'Élise, documentant les retards de développement et les malformations, feraient enfin bouger les lignes. Mais l'accueil fut une politesse glaciale, empreinte d'une prudence institutionnelle. Des fonctionnaires au regard là se retranchèrent derrière des procédures, évoquant un manque de personnel, des budgets contraints, et l'absence de plaintes formelles. Leurs alertes, si précises soient-elles, se perdaient dans le labyrinthe administratif, considérées comme des situations complexes nécessitant des études approfondies sans date butoir. La réalité brute des enfants de Père-Levade se heurtait à un mur de paperasse infranchissable. Le vide juridique entourant l'inceste entre adultes consentants devenait, une fois de plus, un bouclier infranchissable. Sans plainte pour violence ou agression sexuelle, nos mains sont liées, répétait un juriste du conseil départemental, le ton empreint d'une résignation amère. Le système pénal français, conçu pour des infractions clairement définies, était impuissant face à ce secret collectif, à cette endogamie séculaire, qui n'entrait dans aucune case légale. Les autorités évoquaient la difficulté de prouver la contrainte ou l'abus dans des communautés où ces pratiques étaient la norme culturelle, et où la honte interdisait toute dénonciation. Le fatalisme local, que les habitants de Père-Levade incarnaient si bien, semblait avoir contaminé jusqu'au rouage de l'État, transformant le problème en un non-problème légal de fait. Face à cette inertie administrative, une colère sourde montait en Anna et Élise. Elles avaient sous les yeux la preuve vivante de générations sacrifiées, de destins brisés avant même d'avoir commencé. Et pourtant l'administration restait impassible. La froideur des réponses, la lenteur des rouages, contrastaient violemment avec l'urgence des situations humaines qu'elle décrivait. La jeune assistante sociale, elle, ressentait une profonde impuissance, une trahison même envers ses enfants qu'elle avait juré de protéger. Pour Anna, Senna était une leçon brutale sur les limites du système et la nécessité de trouver d'autres voies. Elle comprenait désormais que la vérité, aussi accablante soit-elle, ne suffirait pas à elle seule, à briser ce silence institutionnel, et à obtenir justice pour les oubliés du Cantal. Anna, refusant de se résigner à l'inertie administrative qui semblait étouffer toute tentative d'intervention, savait qu'il fallait désormais frapper à d'autres portes, celle de la science et du savoir historique. La frustration des démarches officielles l'avait convaincue que la vérité seule, sans une armature de preuves irréfutables, ne suffirait jamais à briser le mur du déni. Elle se plongea alors dans les annales universitaires, cherchant des études sur l'endogamie et ses conséquences génétiques dans les populations isolées, des travaux de sociologie rurale ou d'anthropologie culturelle. Sa quête la mena à identifier des spécialistes en génétique humaine et des ethnologues ayant longuement travaillé sur les communautés rurales françaises, persuadés que la rigueur des analyses scientifiques pouvait donner à son enquête la crédibilité et le poids manquant pour ébranler les consciences et les institutions. Seule une approche multidisciplinaire, combinant ces découvertes généalogiques avec des perspectives scientifiques et sociales, permettrait de déverrouiller ce secret séculaire. Elle prit contact avec le professeur Henri Lacombe, un généticien réputé de l'université de Clermont-Ferrand, dont les recherches portaient sur les maladies rares et les populations isolées. Initialement sceptique face à une approche purement journalistique, le professeur fut intrigué par la minutie des arbres généalogiques d'Anna et la convergence troublante avec les observations d'Élise. Lors de leur première rencontre dans son bureau encombré de dossiers, Lacombe expliqua, avec une clarté désarmante, les mécanismes génétiques de la consanguinité. Comment la reproduction entre individus apparentés augmente drastiquement la probabilité que des gènes récessifs porteurs de maladies se manifestent, entraînant des retards de développement et des malformations congénitales. Ces mots, dénués de tout jugement moral, décrivaient une fatalité biologique implacable, fruit de siècles d'isolement et de choix matrimoniaux dictés par la préservation du patrimoine. Les explications du professeur Lacombe apportèrent une lumière crue et scientifique sur les observations d'Élise et les intuitions d'Anna. Il valida la corrélation évidente entre les lignées endogames de Père-Levade et la prévalence alarmante des troubles de santé chez les enfants.
Cette expertise génétique devint une pièce maîtresse, une preuve irréfutable que le problème N n'était pas une simple négligence rurale ou une misère paysanne, mais la conséquence directe et prévisible d'une pratique séculaire. Forte de cette validation, Anna et Élise purent affiner leur dossier, Élise fournissant des descriptions cliniques anonymisées des cas qu'elle suivait, tandis qu'Anna consolidait les données généalogiques pour illustrer la transmission des gènes au fil des générations. La science venait de donner une voix aux victimes silencieuses, transformant les soupçons en certitude pour l'action. Avec cette nouvelle arme scientifique en main, Anna comprit que le moment était venu de passer à une autre étape, exposer l'affaire publiquement. Elle savait que la pression médiatique, si elle était bien orchestrée, serait le seul levier capable de forcer l'État à agir là où la bureaucratie avait échoué. Elle contacta une éminente maison de production de documentaires d'investigation, réputée pour son intégrité et sa capacité à traiter des sujets sociaux délicats. Anna présenta son dossier, un assemblage méticuleux des rapports d'Élise, des arbres généalogiques reconstitués, des explications du professeur Lacombe et de ses propres observations de terrain. Équipe de production, saisie par l'ampleur et la gravité du problème, perçut le potentiel d'un reportage choc, capable de secouer l'opinion publique et de briser le mur de silence érigé autour des clans oubliés d'Auvergne. La décision de médiatiser l'affaire ne fut pas prise à la légère. Anna et Élise en discutèrent longuement, pesant les implications éthiques et les risques pour les familles, en particulier les enfants. Elles savaient que l'exposition publique entraînerait une stigmatisation inévitable, mais elles étaient convaincues que le statu quo était intenable, condamnant des générations à la même souffrance. Marcel Dubois, consulté à nouveau, bien que toujours soucieux de la paix de sa communauté, reconnut la nécessité d'une intervention extérieure. Le reportage ne serait pas une attaque, mais un appel à l'aide, une tentative désespérée de rompre un cycle de reproduction de la misère génétique et sociale. Était un pari risqué, mais la seule voie restante pour les oubliés du Cantal d'obtenir, enfin, une forme de justice et d'attention méritée. Anna, refusant de se résigner à l'inertie administrative, qui semblait étouffer toute tentative d'intervention, savait qu'il fallait désormais frapper à d'autres portes, celle de la science et du savoir historique. La frustration des démarches officielles l'avait convaincue que la vérité seule, sans une armature de preuves irréfutables, ne suffirait jamais à briser le mur du déni. Elle se plongea alors dans les annales universitaires, cherchant des études sur l'endogamie et ses conséquences génétiques dans les populations isolées, des travaux de sociologie rurale ou d'anthropologie culturelle. Sa quête la mena à identifier des spécialistes en génétique humaine et des ethnologues ayant longuement travaillé sur les communautés rurales françaises, persuadée que la rigueur des analyses scientifiques pouvait donner à son enquête la crédibilité et le poids manquant pour ébranler les consciences et les institutions. Seule une approche multidisciplinaire, combinant ses découvertes généalogiques avec des perspectives scientifiques et sociales, permettrait de déverrouiller ce secret séculaire. Elle prit contact avec le professeur Henri Lacombe, un généticien réputé de l'université de Clermont-Ferrand, dont les recherches portaient sur les maladies rares et les populations isolées. Initialement sceptique face à une approche purement journalistique, le professeur fut intrigué par la minutie des arbres généalogiques d'Anna et la convergence troublante avec les observations d'Élise. Lors de leur première rencontre dans son bureau encombré de dossiers, Lacombe expliqua, avec une clarté désarmante, les mécanismes génétiques de la consanguinité. Comment la reproduction entre individus apparentés augmente drastiquement la probabilité que des gènes récessifs porteurs de maladies se manifestent, entraînant des retards de développement et des malformations congénitales. Ces mots, dénués de tout jugement moral, décrivaient une fatalité biologique implacable, fruit de siècles d'isolement et de choix matrimoniaux dictés par la préservation du patrimoine. Si vous suivez attentivement, écrivez dans les commentaires « Justice pour Perlevade ». Les explications du professeur Lacombe apportèrent une lumière crue et scientifique sur les observations d'Élise et les intuitions d'Anna. Il valida la corrélation évidente entre les lignées endogames de Perlevade et la prévalence alarmante des troubles de santé chez les enfants. Cette expertise génétique devint une pièce maîtresse, une preuve irréfutable que le problème N n'était pas une simple négligence rurale ou une misère paysanne, mais la conséquence directe et prévisible d'une pratique séculaire. Forte de cette validation, Anna et Élise purent affiner leur dossier, Élise fournissant des descriptions cliniques anonymisées des cas qu'elle suivait, tandis qu'Anna consolidait les données généalogiques pour illustrer la transmission des gènes au fil des générations. La science venait de donner une voix aux victimes silencieuses, transformant les soupçons en certitude pour l'action. La nouvelle de l'enquête d'Anna,
soutenu par une maison de production renommée, avait commencé à se propager au-delà des monts du Cantal. Les équipes de tournage, discrètes mais persistantes, avaient arpenté les chemins sinueux, filmant les paysages austères et les visages fermés de Père Levade, sans jamais forcer la confidence. La tension montait à l'approche de la diffusion. Les débats éthiques sur l'exposition de ces familles, sur la stigmatisation inévitable, avaient été intenses au sein de la rédaction. Mais la conviction d'Anna et Élise, renforcée par les preuves scientifiques du professeur Lacombe, l'emportait. Le silence était un complice. Seule la lumière crue des projecteurs pouvait, espérait-elle, percer l'obscurité séculaire et forcer une prise de conscience nationale. La date de diffusion approchait, porteuse d'une promesse d'onde de choc. Le soir de la diffusion, des millions de foyers français étaient rivés à leur écran. Le reportage d'Anna, sobre et puissant, dévoilait l'ampleur du drame. Les images des villages isolés, les cartes généalogiques complexes s'entrecroisant sur des siècles, les analyses scientifiques du professeur Lacombe, tout concourait à peindre un tableau glaçant. Mais c'est la voix anonyme de Jeanne, brisée par Charles, émotion, décrivant une enfance sous emprise et les violences psychologiques subies, qui frappa les esprits. Ces mots résonnaient avec les rapports d'Élise, montrant les visages d'enfants au retard de développement évident, leurs gestes hésitants, leurs regards perdus. La France découvrait, sidérée, les clans oubliés d'Auvergne, un secret honteux maintenu à l'abri des regards pendant des générations, et le choc fut immense. Au lendemain de la diffusion, l'onde de choc se propagea bien au-delà des salons parisiens, atteignant les recoins les plus reculés du Cantal. À Père Levade, si le silence était toujours de mise, il était désormais teinté d'une nouvelle émotion. La colère le disputait à la honte, mais aussi, pour certains, à une douloureuse prise de conscience. Une famille, dont l'enfant, Lucie, luttait chaque jour contre des malformations de plus en plus invalidantes, se retrouva au bord du gouffre. Épuisés par des années d'incertitude et de souffrance, et touchés par le reportage qui semblait, pour la première fois, nommer leur indicible, ils prirent une décision déchirante. Ils contactèrent Élise, acceptant enfin les tests génétiques qu'elle proposait depuis des mois, espérant désespérément trouver une explication, un espoir, pour leur petite. Les résultats des tests génétiques de Lucie tombèrent quelques semaines plus tard, confirmant les pires craintes. Le diagnostic du professeur Lacombe fut sans appel. La consanguinité extrême, répétée sur de nombreuses générations, avait entraîné des malformations génétiques irréversibles, expliquant la détresse de l'enfant. Cette révélation, rendue publique avec le consentement de la famille, fut un coup de massue pour tout le hameau. Le bouclier de silence, patiemment érigé sur 2 siècles, vola en éclats. La communauté de Père Levade se retrouva déchirée. Entre ceux qui s'accrochaient à la tradition et accusaient les étrangers d'ingérence, et ceux qui, confrontés à l'OL, évidence scientifique et à la souffrance de Lucie, commençaient à remettre en question un héritage toxique. Le secret était désormais exposé, cruellement, et son poids menaçait de écraser tout un monde. Le soir de la diffusion, des millions de foyers français étaient rivés à leur écran. Le reportage d'Anna, sobre et puissant, dévoilait l'ampleur du drame, brisant des décennies de mutisme. Les images des villages isolés, balayés par le vent, les cartes généalogiques complexes s'entrecroisant sur des siècles, les analyses scientifiques du professeur Lacombe expliquant les ravages de la consanguinité, tout concourait à peindre un tableau glaçant, d'une réalité insoupçonnée. Mais c'est la voix anonyme de Jeanne, à peine audible, brisée par l'aile, émotion et le poids des souvenirs, décrivant une enfance sous emprise et les violences psychologiques subies, qui frappa le plus les esprits. Ces mots résonnaient avec les rapports d'Élise, montrant les visages d'enfants au retard de développement évident, leurs gestes hésitants, leurs regards perdus dans une incompréhension touchante. La France découvrait, sidérée, les clans oubliés d'Auvergne. Un secret honteux maintenu à l'abri des regards pendant des générations, et le choc fut immense, ébranlant les consciences nationales. Au lendemain de cette onde de choc médiatique, ces répercussions se propagèrent bien au-delà des salons parisiens, atteignant les recoins les plus reculés du Cantal. À Père Levade, si le silence était toujours de mise, il était désormais teinté d'une nouvelle émotion complexe. La colère le disputait à une honte lancinante, mais aussi, pour certains, à une douloureuse et inévitable prise de conscience. Une famille en particulier, celle de la petite Lucie, dont l'enfant luttait chaque jour avec une dignité poignante contre des malformations de plus en plus invalidantes, se retrouva au bord du gouffre de l'incertitude. Épuisé par des années d'errance médicale et de souffrances silencieuses, et profondément touchés par le reportage qui semblait, pour la première fois, nommer leur indicible, ils prirent une décision déchirante, lourde de conséquences. Ils contactèrent Élise Rousseau,
acceptant enfin les tests génétiques qu'elle proposait depuis des mois, espérant désespérément trouver une explication, un diagnostic, et peut-être un espoir pour leur petite. Les résultats des tests génétiques de Lucie tombèrent quelques semaines plus tard, confirmant les pires craintes. Le diagnostic du professeur Lacombe fut sans appel. La consanguinité extrême, répétée sur de nombreuses générations, avait entraîné des malformations génétiques irréversibles, expliquant la détresse de l'enfant. Cette révélation, rendue publique avec le consentement courageux de la famille, fut un coup de massue pour tout le hameau. Le bouclier de silence, patiemment érigé sur plus de 2 siècles de dissimulation et de tradition, vola en éclats. La communauté de Père-Levade se retrouva brutalement déchirée. Entre ceux qui s'accrochaient désespérément à l'ancien monde, accusant les étrangers d'ingérence malveillante, et ceux qui, confrontés à l'évidence scientifique irréfutable et à la souffrance palpable de Lucie, commençaient enfin à remettre en question un héritage toxique. Le secret était désormais exposé, cruellement, et son poids menaçait de Lucie, écraser tout un monde figé dans le temps. Le reportage d'Anna, tel un coup de tonnerre dans le ciel serein de l'indifférence, força la France entière à se regarder en face. La révélation des clans oubliés d'Auvergne ne fut pas qu'une simple actualité. Elle devint un véritable phénomène de société, alimentant des débats passionnés sur les plateaux télévisés, dans les colonnes des journaux et au cœur des familles. Cette histoire, si profondément ancrée dans les spécificités rurales, résonna pourtant bien au-delà des montagnes du Cantal, soulevant des questions essentielles sur le rôle de l'État face aux traditions séculaires, sur la protection de l'enfance en milieu isolé, et sur la difficile frontière entre le respect de l'intimité familiale et la nécessité d'intervenir face à la souffrance. Le silence national était brisé, mais le chemin vers une compréhension collective et une action concrète s'annonçait long et semé d'embûches, révélant la complexité des réalités d'une France aux multiples facettes. Face à cette onde de choc, le gouvernement ne put rester inactif. Les ministères de la Santé et des Affaires sociales, sous la pression médiatique et l'indignation publique, annoncèrent des mesures d'urgence. Des équipes pluridisciplinaires, composées de médecins généticiens, de psychologues et d'assistants sociaux, furent déployées dans les zones rurales isolées, non seulement dans le Cantal, mais aussi dans d'autres départements montagneux. L'objectif était de proposer des dépistages volontaires, d'offrir un accompagnement et un soutien aux familles concernées, et de sensibiliser au risque de la consanguinité sans stigmatiser. Parallèlement, le Parlement engagea une réflexion sur une révision du cadre légal, non pas pour criminaliser l'inceste entre adultes consentants, mais pour renforcer les dispositifs de signalement et de protection des mineurs et des personnes vulnérables, dans des contextes de forte endogamie. Un mémorial discret, une modeste stèle en granit local, fut même érigée à l'entrée de Père-Levade, symbolisant la fin d'un secret et le début d'une ère de vigilance accrue. L'histoire des clans oubliés d'Auvergne n'est pas qu'une tragédie locale. Elle est le miroir d'une France complexe, aux réalités multiples, où les silences du passé continuent de résonner. Grâce au courage de Élise, à la détermination d'Anna et à la voix des victimes, une lumière a été jetée sur ce qui était impensable. Le chemin vers la guérison sera long, jalonné de défis, mais la première pierre d'une prise de conscience a été posée. Si cette exploration des profondeurs de la présence et l'âme humaine et des recoins oubliés de notre pays vous a interpellé, abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la pour que ces histoires ne tombent jamais dans l'oubli. Et pour continuer cette quête de vérité, découvrez notre prochain reportage sur les secrets des familles corses, aussi saisissant que celui-ci.